Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo assez personnelle car je vais vous parler de mon parcours, comment je suis devenu expatrié, pourquoi j'ai quitté Paris et une carrière d'ingénieur à Paris pour vivre dans 4 pays à travers le monde, la Russie, l'Estonie, la Lettonie et Singapour, et comment j'ai voyagé dans 57 pays aussi à travers le monde. Alors cette vidéo, ça peut vous inspirer parce que peut-être que vous aussi, vous souhaitez vous expatrier, vous souhaitez créer un business en ligne et vivre et voyager à l'étranger. Alors c'est grâce au business en ligne et à l'IA que j'ai pu accomplir tout ça. C'est vraiment les choses qui m'ont libéré, qui m'ont permis d'avoir la vie que je veux, de me lever quand je veux, d'aller où je veux. Là par exemple, aujourd'hui je vous fais cette vidéo depuis l'Estonie, donc c'est le pays où je vis actuellement. Alors au début à Paris, pour vous dire un peu d'où je viens, j'ai grandi en région parisienne, dans des lieux plutôt agréables, en vallée de Chevreuse. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un parc naturel à 35 km au sud-ouest de Paris, un peu au sud de Versailles, et aussi à Paris 9e, vers le métro Saint-Georges. Et j'ai accompli donc des études d'ingénieur pour devenir ingénieur en construction. Et l'avenir s'annonçait prometteur. Carrière d'ingénieur, vie à Paris, l'une des villes les plus belles du monde, l'une des villes les plus dynamiques du monde. Et pourtant un jour, j'ai tout lâché pour partir à l'étranger. Parce qu'en fait, la carrière d'ingénieur, très tôt, j'ai réalisé que ça ne me conviendrait pas, malgré que j'avais fait ces études pendant des années. Et oui, parce que depuis toujours, j'ai toujours aimé les maths, la physique, et puis aussi aux yeux de la famille, aux yeux des parents, c'est quand même prestigieux d'aller en prépa et de faire des études d'ingénieur. Et ça a été la douche froide. À la fin des études, il fallait faire un stage, et là, tout d'un coup, le rythme, c'était partir à 7h du matin, revenir à 8h ou 9h du soir. C'était la perspective de ne pas avoir de congés ou très peu de congés et de dépendre d'un boss aussi. Et là, c'était vraiment l'horreur. Alors attention, cette expérience d'ingénieur était très enrichissante quand même, et j'ai appris beaucoup de choses, même si le rythme de travail ne convenait pas pour un jeune comme moi qui aspirait à la liberté absolue. J'ai quand même eu des responsabilités, donc j'ai j'ai participé à la construction d'une gare et j'ai supervisé une partie des travaux en tant qu'ingénieur travaux. Donc il fallait que je dessine des plans, il fallait que je supervise la construction des quais, il fallait commander des éléments en béton, il fallait superviser par exemple le coulage du béton pour construire des escaliers, il fallait diriger des équipes d'ouvriers. C'était vraiment intéressant, mais c'était lourd en responsabilité, et puis c'était la perspective de dépendre d'un patron et puis de pas contrôler ses horaires, pas contrôler sa vie. Et dès le plus jeune âge, j'avais cette idée de partir, d'être libre, de voyager. À l'époque, je regardais déjà les avions dans le ciel au-dessus de Paris. Parfois, on prenait l'avion avec mes parents, on allait voyager, on allait en Asie parce que ma mère est indonésienne, mon père est français, donc du coup, j'allais voir ma famille maternelle en Indonésie tous les ans. Donc pour moi, le voyage, ça a toujours été quelque chose qui était ancré, ancré dans mes gènes, on va dire, parce que mon père, par exemple, il était ingénieur français, donc détaché en Indonésie, et c'est là où il a rencontré ma mère lors d'un projet de télécommunication. Il a installé en fait des systèmes de télécommunication en Indonésie, donc, dans le cadre d'un projet qui était mené par une entreprise française, et c'est là qu'il a rencontré ma mère. Donc on a voyagé, on allait en Indonésie tous les ans, et c'est pour ça que j'avais toujours eu la fibre du voyage, et pas question de rester bloqué comme ça. Pourquoi pas plus tard revenir à Paris, mais dans un cadre différent, revenir dans un cadre où je suis dans le contrôle de mon temps, parce que Paris, ça reste une ville vraiment superbe, même si évidemment il y a des inconvénients, il y a des avantages, comme dans toutes les villes. Donc après cette expérience d'ingénieur, j'ai décidé de mettre fin. Pourtant, j'avais été accepté dans une entreprise prestigieuse, Bouygues. J'avais la possibilité de continuer chez Bouygues Construction. Vous connaissez Bouygues Construction, c'est une boîte de BTP qui participe à beaucoup de projets en France, et c'est un peu le nec plus ultra dans l'ingénierie civile. Et j'ai décliné. Non, pas question de faire ça. Donc je me suis mis à donner des cours particuliers de français, de maths et de physique en région parisienne, car le but c'était de gagner de l'argent temporairement avant de trouver une solution plus viable à long terme. Donc j'ai donné des cours particuliers. Et puis un jour, je suis parti à Singapour. Voilà, Singapour en Asie. Donc ça a été la première expérience d'expatriation. Je ne sais pas si vous connaissez Singapour. C'est une ville très dynamique. C'est un carrefour commercial. C'est l'un des endroits les plus riches du monde. Et je me disais, là-bas, il y aura peut-être des opportunités business, ou peut-être que je pourrais quand même travailler dans une entreprise, mais avec un cadre qui correspond plus qu'à Paris. Et puis Singapour, non, c'est vraiment sympa. Et en plus, j'avais l'occasion de partir grâce à un visa vacances-travail. Je ne sais pas si vous connaissez le Work Holiday Pass. C'est un visa qui permet de partir plusieurs mois aux États-Unis, en Australie, à Singapour, au Japon. Il y a plusieurs pays comme ça, donc il faut quand même fournir un dossier et tout. Et puis là, j'ai reçu ma carte de résidence à Singapour, donc je suis resté 6 mois là-bas, et c'était vraiment une expérience sympa. Donc pareil, j'ai donné des cours de maths, de physique, de français pour vivre. Et à Singapour, c'est enfin là où j'ai pu commencer à mettre en place mes idées de business. Alors, j'avais créé un premier business avant, pendant les études, c'était un service de correction de devoirs en ligne. Et j'avais eu quelques clients en fait, et c'est les parents qui contactaient pour aider à corriger, c'est-à-dire pour aider leurs enfants, donc à la fois à corriger les devoirs,
et aussi à donner des explications. Et j'avais eu quelques clients, mais j'avais arrêté ça parce que en fait, à l'époque, j'avais pas encore assez confiance en moi pour faire du business. Et en fait, pour vous dire la vérité, peu de gens me soutenaient dans cette épreuve, dans ce défi de business. Donc voilà, pourtant ça aurait pu être un business qui aurait fonctionné parce que beaucoup de parents veulent voir leurs enfants réussir. Ils sont prêts à investir dans une correction, mais pas qu'une simple correction, c'était des corrections plus des explications. Bon bref, ça c'est une aparté. Donc à Singapour, c'est là que j'ai mis en place mes premières boutiques e-commerce. Donc j'ai commencé au début à créer une boutique de bijoux fantasy avec Shopify, ça n'a pas du tout fonctionné, personne n'achetait. Et j'ai eu l'idée après de vendre sur eBay, et là eBay ça a été le décollage. Donc c'est là que j'ai commencé à vendre, j'ai commencé à étudier le système eBay, et c'est là que j'ai commencé à faire de l'achat-revente en achetant sur AliExpress, en revendant en Europe. Et là c'était vraiment le début, le décollage on va dire de la carrière phase 1 du business, parce que c'est là où j'ai commencé à faire du e-commerce. J'ai eu plusieurs phases en fait, je vais vous expliquer. Il y a eu la phase d'abord e-commerce, et là ça a été la belle vie après e-commerce. J'ai commencé à réaliser des centaines, des milliers de ventes sur eBay, puis Amazon, Shopify. Ensuite de Singapour, on s'est installé en Lettonie en Europe, parce qu'il fallait rentrer en Europe pour pouvoir stocker les produits. Et puis aussi pour créer une structure européenne, et puis c'était plus simple aussi pour être proche de la Russie. Ça, j'y viendrai un peu plus tard aussi. J'ai vécu en Russie parce que tout simplement madame est russe, voilà. Mon épouse vient de Moscou en Russie, une femme magnifique qui vient de Russie. Donc du coup, la Russie c'est un pays que je connais très bien. Et donc après, en Lettonie, ça permettait d'être à la fois entre l'Europe et la Russie, donc ça permettait de circuler comme ça. À une époque, j'allais beaucoup en Russie, je faisais beaucoup d'allers-retours. Par exemple, le Riga-Moscou, j'ai fait un tas de fois. Le Paris-Moscou, j'ai fait tous les vols possibles. Paris, Copenhague-Moscou, Paris-Francfort-Moscou, Paris-Moscou direct. Parfois, il faut faire des escales parce que c'est moins cher. J'ai dû faire Milan-Moscou, Barcelone-Moscou. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Francfort-Moscou, Amsterdam-Moscou, je l'ai fait aussi. Marseille-Moscou même. À l'époque, il y a des vols Marseille-Moscou. Donc voilà, donc c'est une époque où, quand j'étais en Lettonie, ça permettait de circuler entre les pays. Ça permettait de faire un stock aussi. Et la Lettonie aussi, ce qui est bien, c'est que les taxes n'étaient pas très élevées. Et puis c'était en Europe de l'Est, et l'Europe de l'Est m'a toujours fasciné depuis le début. Donc vous allez me demander, mais Jérôme, quels sont les inconvénients et les avantages de l'expatriation dans ces pays? Alors à Singapour, l'avantage, c'est que Singapour c'est riche et dynamique, mais l'inconvénient, c'est que c'est assez difficile d'obtenir un visa. Vous avez quand même des systèmes comme le Work Holiday Pass, et puis c'est très cher aussi. Singapour, c'est une des villes les plus chères au monde. Pour loger par exemple dans un studio individuel, il n'y a rien en dessous de 2000 ou 2500 euros par mois. Si vous voulez payer moins, 1000 euros, 1500 euros, il faut être en coloc. Alors moi j'étais chez une famille philippine, et je m'en souviens, je payais un bon montant. Bon, ça restait assez cher, mais voilà, je m'en sortais comme ça. Et la Lettonie, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc l'avantage, c'est que c'est en UE, c'est un pays aussi où la vie n'était pas trop chère à l'époque. Là, ça a beaucoup augmenté depuis le Covid. Et c'est intéressant comme culture aussi, c'est l'intersection entre culture russe, culture scandinave, culture germanique, culture balte, bien sûr, parce que ce sont des baltes. L'inconvénient, bien évidemment, c'est la langue, parce que parler letton, il y a combien de personnes qui parlent letton? 2 millions. C'est quand même une langue pour laquelle il faut être vraiment courageux pour apprendre, parce que parler letton, c'est pas comme le russe. Le russe, il y a 150 millions de personnes, même beaucoup plus, parce que le russe est parlé au Kazakhstan et dans d'autres pays autour de l'ex-URSS, là, en Géorgie, en Arménie, en Biélorussie. C'est intéressant le russe, et puis c'est une belle langue, mais parler letton, c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu compliqué, voilà, de vivre en Lettonie si on n'a pas vraiment de projet vraiment personnel, une attache forte au pays. Donc ensuite, après la Lettonie, on s'est installé en Russie. Donc en Russie, à Moscou. Donc à Moscou, c'était plus proche de la belle famille, évidemment. Ça a permis aussi de beaucoup explorer la Russie. On est allé on est allé à Saint-Pétersbourg, on a visité le Tatarstan, Kazan, le Caucase. Je suis allé au moins 4-5 fois dans le massif du Caucase, c'est une montagne au sud de la Russie. Volgograd, l'ancienne Stalingrad, Petrozavodsk, c'est tout au nord, en Carélie, c'est une région du nord de la Russie, vers la Finlande, avec des lacs et des forêts. Et franchement, dans la Russie, c'est génial. C'est dommage qu'il y ait eu la guerre après, parce que la guerre a commencé, et du coup, la Russie s'est complètement coupée de l'Europe. Et à l'époque, j'avais conseillé de devenir russe aussi. J'avais commencé les démarches pour devenir citoyen russe, mais une intuition, une voix me disait non, Jérôme, il faut faire attention. À l'époque, c'était juste en le Covid, 2018-2019. Imagine, il y a une guerre. Parce qu'à l'époque, je pressentais. Vous savez, parfois, on a comme ça une voix qui nous parle comme ça dans notre tête et qui nous dit non, il ne faut pas le faire. Il faut toujours écouter sa voix. Cette voix, elle a toujours raison. Cette forme de pensée intuitive qui vient du fond de l'esprit. Et cette voix me disait, une voix ou une pensée, non, imagine, il y a une guerre, tu peux être conscrit, envoyé au front. Et effectivement, quelques années plus tard, il s'avérait que
beaucoup de franco-russes, enfin je sais pas s'il y en a beaucoup, mais des franco-russes en tout cas, ont été envoyés au front dans le Donbass, en Ukraine orientale. Donc voilà, c'était une sage décision de ne pas prendre de passeport russe à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux parfois être résident dans un pays plutôt que d'avoir la nationalité. C'est plus simple d'être résident parce que vous avez tous les droits de résider, et puis avoir la nationalité, vous laissez ça aux gens qui ont besoin de cette nationalité. Mais moi, j'avais pas forcément besoin de la nationalité russe. Le permis pour rester en Russie suffisait amplement. Donc voilà, on est resté en Russie quelques temps. Donc je gérais mes business depuis Moscou. J'ai suivi des cours de russe à Moscou aussi pendant 6 mois. Donc l'expatriation en Russie, si vous avez besoin de conseils dessus, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Alors c'est un peu difficile avec la guerre, en ce moment c'est controversé aussi. Des gens vous diront à ne pas aller en Russie parce que voilà, c'est un pays qui est en confrontation avec l'Occident. Mais moi je vois pas les choses comme ça. Moi je pense que le gouvernement et les peuples, c'est deux choses différentes. En tout cas, moi si je vais en Russie, c'est surtout parce que j'aime la culture, et puis il y a ma belle famille, et c'est pour des raisons personnelles, pas politiques. Et en tout cas, c'est un truc que je vous recommande. Je sais que beaucoup de gens veulent s'expatrier parce qu'ils pensent qu'en France c'est pas bien, c'est moins bien, dans d'autres pays du monde, en Asie, en Russie c'est mieux. Moi je vous dis une chose, si vous expatriez juste par rejet et juste pour des raisons politiques, ça va pas marcher. Parce que l'expatriation, c'est quelque chose qui est basé en tout sur un projet. Pour que ça marche, il faut que ce soit un projet, parce que ça demande beaucoup d'efforts quand même. Aller en Russie, aller à Singapour, aller n'importe où dans le monde, au Brésil, aller par exemple au Japon, n'importe où, ça demande un effort important pour parler la langue, au moins apprendre la langue, s'intégrer culturellement, comprendre les codes, ne pas parler sa langue natale au quotidien, ça demande un effort monumental. Et si on y va juste parce que on a comme ça une idéologie politique, on se dit que c'est mieux là, on se dit que c'est moins bien chez nous, ça va pas marcher. Ça a marché au bout de 6 mois, je sais, je connais, j'ai rencontré des gens, par exemple là je suis en Estonie. En Russie, pareil, il y a des gens qui sont venus et qui sont partis après assez rapidement, parce que en fait, la Russie, c'est un pays, voilà, qui a une culture quand même unique. C'est pas l'Occident, c'est pas l'Asie non plus, c'est un monde à part. Et il faut connaître quand même les codes, il faut avoir certaines capacités d'adaptation, il faut des revenus aussi, parce que pour s'expatrier, je le fais grâce au business en ligne, mais voilà, dans beaucoup de pays du monde, les salaires déjà sont faibles, les salaires pour les métiers de base, et ils sont ouverts avant tout aux locaux. Les gens recrutent des locaux. Si par exemple vous êtes français, vous êtes d'une autre nationalité, vous venez en Russie, vous venez dans un autre pays du monde, vous ne parlez pas la langue locale, et les métiers que vous aurez, ça sera difficile, sauf si vous êtes un informaticien ou quelqu'un qui a une expérience vraiment hors du commun. Mais sans business en ligne, c'est très difficile. Et venir s'expatrier dans ces conditions pour gagner 600 € par mois, pas parler la langue et pas s'intégrer, ça, à mon avis, c'est difficile. C'est difficile. Donc il faut vraiment avoir un projet. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est un peu la philosophie de cette vidéo, c'est pour ça que je partage mon expérience, c'est avoir un projet. Donc moi, j'avais mon business en ligne et ma belle famille, donc du coup la Russie c'est plus facile, et j'ai toujours eu des affinités culturelles, c'est un pays que j'adore, la culture et tout. Et attention, je sépare bien culture et politique. Politique c'est autre chose, j'en parle pas, c'est pas un sujet sur ma chaîne, on parle pas de politique, je veux pas qu'on parle de ça, on parle business, on parle de voyage. Donc la culture russe c'est vraiment génial. Voilà, donc c'est un pays que j'ai beaucoup visité. Et après il y a eu on a décidé, avant le Covid, on a décidé de partir à l'étranger, de repartir voyager, je veux dire, parce qu'on a visité 57 pays quand même. Et on est parti en Amérique du Sud 5-6 mois. Et là, 5-6 mois, pendant 5-6 mois, c'était sympa. Ouais, on a visité le Brésil, Sao Paulo, Rio, l'Argentine. On est allé dans les Andes en Argentine, on est allé à Ushuaia tout au sud, le Chili, après l'Équateur, et le Pérou aussi. On est allé au Pérou, Lima, Pérou, tout ça grâce au business en ligne que je gère à distance. Et là, paf, le Covid bloqué à Quito, au Pérou. Et là, ça fait partie des aléas de l'expatriation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des imprévus. Donc là, on se retrouve bloqué pendant 1 mois à Quito, on ne sait pas quoi faire. C'est la capitale de l'Équateur, à 3000 mètres d'altitude on était. Et il y avait un couvre-feu très strict, donc on avait le droit de sortir que de 12h à 14h pour chercher à manger. Et on se disait comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et là, tout d'un coup, il y a eu un vol de rapatriement organisé par le gouvernement français. D'ailleurs, ils ont été très efficaces. L'ambassadeur de France à Quito et le vice-consul de Quito, et c'était génial. On est rentré en France, il y a eu quelques péripéties, l'avion a eu un problème technique, on a passé une nuit à Guayaquil. Guayaquil, c'est une ville dans l'ouest de l'Équateur, sur la côte, et à l'époque c'était terrible parce que pendant le Covid, il y a eu beaucoup de cas à Guayaquil, beaucoup de gens sont morts, il y avait des corps dans les rues apparemment parce que les gens ne pouvaient pas les garder chez eux à cause de la chaleur. Nous ça va, on a été pris en charge, on allait dans un hôtel, après on a repris l'avion le lendemain, parce que l'avion en fait avait fait Quito-Guayaquil. À Guayaquil, il y avait un problème technique, donc l'avion devait revenir à Quito. Nous, on était restés à Guayaquil une nuit. Après, l'avion était revenu à Guayaquil pour nous chercher. Et on est rentré sur Paris comme ça. Et après, il y a eu le Covid. Voilà, Covid. C'est là qu'on a décidé pendant le Covid de rester en Europe. Et donc, on est parti en Estonie.
et on s'est installé à Tallinn. Donc là, on est toujours à Tallinn. Donc là, je voulais parler des voyages, de ce que j'ai fait, de quelques conseils aussi. Et il y a aussi le business aussi, oui, je voulais vous dire, parce que pendant ce temps-là, je faisais e-commerce. Et il y a un moment, il y a eu un switch aussi. Il y a un moment, j'en avais marre de faire du e-commerce, voilà, faire que du e-commerce. C'est intéressant, acheter et vendre des objets. Donc j'avais fait des dizaines de milliers de ventes. Et puis un jour, on se retrouve à Athènes, comme ça, sur l'Acropole. L'Acropole, ouais, à Athènes. Vous savez, là, le Parthénon, le monument là, qui est au sommet de la colline de l'Acropole à Athènes. Et là, je me retrouve face à 2000 ans, 2400 ans d'histoire, et en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Là, il y a Périclès, le grand stratège athénien, qui a conçu l'Acropole, qui a fait construire le Parthénon sur l'Acropole. Il a laissé un héritage qui a duré 2500 ans. Et moi, j'étais un peu déprimé, je vous avoue, malgré que mes boutiques fonctionnaient bien, même s'il y avait eu des hauts et des bas au début, parce qu'au début, évidemment, c'est pas fait d'un claquement de doigts. Et là, je me disais, mais moi, j'achète des objets en plastique en Chine que je revends en Europe. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une réalisation qu'il fallait que je fasse autre chose. Et cette autre chose, c'était des formations en ligne. J'ai commencé à faire de la formation, du consulting, aider des personnes à créer leur propre business en se basant sur mon expérience et aussi mes techniques d'ingénieur pour créer un business basé sur l'analyse, etc. Donc c'est là que je suis passé à la formation en ligne. Revenons en Estonie après. Donc en Estonie, là on s'est installé. Et puis donc j'ai continué mes business, à gérer surtout mes business de e-commerce et de formation en ligne. Et puis il y a eu l'arrivée de l'IA. Et là, l'IA, c'est un game changer. Donc l'IA, c'était vraiment sympa, l'IA, parce que ça permettait d'accélérer les choses dans le travail, d'être plus productif. Et après, l'IA, ça change tout le temps. Donc en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis très très curieux intellectuellement et j'adore apprendre. Et tous les jours, il y a des choses qui apparaissent dans l'IA. Parfois, ça va même trop vite, c'est difficile à suivre. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, apprendre à utiliser les modèles de ChatGPT, de Gemini, de Claude, apprendre à automatiser avec Make, N8N. Et tout ça, c'est absolument fascinant. J'utilise l'IA au quotidien et surtout, ça a appris à appliquer l'IA dans le business au quotidien et augmenter encore plus cette liberté, c'est-à-dire voyager et profiter encore plus de la vie, car on a l'IA qui tourne à côté, qui nous aide. Et l'IA ne remplace pas, attention, mais je considère qu'elle est un bon amplificateur. C'est quelque chose qui est vraiment utile pour nous accompagner dans le business. Donc maintenant, dans le business en ligne, je me concentre principalement sur l'intelligence artificielle et surtout, j'aide des personnes autour de moi, des entreprises, à intégrer l'IA dans leur activité. Donc ça, c'est vraiment mon projet actuellement, à côté de la formation en ligne et du e-commerce. Mais en tout cas, l'IA, c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a 7 millions d'entreprises rien qu'en France, et toutes les entreprises ont besoin tôt ou tard d'utiliser l'IA. C'est comme dans les années 90 avec Internet, avec l'arrivée d'Internet, et avant dans les années 80 avec l'arrivée de la micro-informatique. Donc toutes les entreprises se sont mises à adopter tout d'abord la micro-informatique puis Internet. Et l'IA, c'est une question de quelques années avant que la majorité des entreprises adoptent. Mais comme les choses vont très vite, les entreprises ont besoin de personnes pour les accompagner. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous lancer. Si vous cherchez une idée de business innovant, de business en ligne qui vend en libre, vous voulez partir à l'étranger, vivre à l'étranger, vous voulez vivre n'importe où, en Asie, en Russie, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique. Vous voulez retourner, par exemple, je sais pas, vous voulez retourner dans le village là où vos parents ont grandi. Par exemple, imaginez que vos parents ils viennent de l'Amérique du Sud, ils viennent d'Asie. Moi, ma mère elle vient d'Indonésie. Peut-être qu'un jour, je voudrais vivre en Indonésie. Je ne sais pas, peut-être pourquoi pas. Peut-être que vos parents viennent d'Afrique, ils viennent de Côte d'Ivoire, ils viennent du Cameroun, ou peut-être que vous avez des parents qui viennent d'ailleurs. Même vous êtes en France, vous êtes à Paris, vous avez de la famille dans les Alpes, dans le Beaujolais, vous avez de la famille dans les Pyrénées. Peut-être que vous avez envie de revenir là-bas un jour. La clé, c'est le business en ligne. Avec le business en ligne, vous dépendez de personne, vous êtes libre, vous pouvez bouger quand vous voulez. Bon, évidemment, il y a des choses qui sont plus difficiles qu'avec le salariat. C'est-à-dire que nos revenus, ils peuvent faire des yo-yo. Il faut chercher les clients nous-mêmes. Il faut aussi naviguer dans un monde concurrentiel. Mais si vous vous placez dans un business innovant, vous aurez beaucoup moins de mal. Croyez-moi, il y a beaucoup de place à prendre. Ce que je vous conseille vraiment actuellement, si vous voulez vous expatrier, partir à l'étranger, être libre, c'est de vous lancer dans un business relatif à l'IA, l'intelligence artificielle. Parce que beaucoup d'entreprises ont besoin de se lancer dedans. Et quelque chose que vous pouvez faire maintenant, c'est par exemple lancer des services IA. C'est-à-dire que vous pouvez aider des entreprises à mettre en place des systèmes de marketing, par exemple de l'email marketing, des fiches de produits, des fiches de services. Vous pouvez utiliser l'IA pour créer tout ça derrière. Vous pouvez aider les entreprises à mettre en place par exemple des services innovants, des business innovants, des techniques innovantes de marketing, comme par exemple la création d'avatars IA qui parlent pour présenter un bien ou présenter un produit. Vous pouvez créer des influenceurs IA. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Franchement, l'IA, allez-y, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup d'autres business
Par exemple, le e-commerce, ça marche toujours, ça marche même bien, mais c'est saturé. Surtout si vous faites du Facebook et du Shopify, c'est très difficile, c'est extrêmement difficile. La publicité coûte cher. La seule méthode de e-commerce qui fonctionne maintenant, une des seules, où vraiment un débutant peut se faire une place en quelques mois, c'est eBay. Voilà, eBay, c'est un peu à part, je dirais que c'est un peu l'exception du e-commerce. eBay et Le Bon Coin, voilà. eBay et Le Bon Coin, c'est un peu les plateformes oubliées où il y a toujours beaucoup de monde dessus. Surtout avec l'aide de l'IA, on peut faire des choses vraiment sympas sur eBay. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la description de la vidéo, eh bien, il y a des liens vers différents programmes gratuits, aussi des programmes plus avancés par rapport à des business IA et des business sur eBay. Mais c'est vraiment, on va dire, la seule partie du e-commerce où on peut se faire une place, c'est la vente sur eBay et Le Bon Coin. Tout le reste, Amazon, Shopify, c'est extrêmement difficile, c'est saturé. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez lancer un business maintenant, soit vous faites de la vente sur eBay. Mais la vente sur eBay, attention, ça demande de la logistique et tout. Mais si vraiment vous voulez quelque chose d'innovant, ou vous voulez vraiment quelque chose où vous faites beaucoup de marge, et où il y a de la demande, et puis quelque chose qui soit 100% digital, donc c'est-à-dire que si vous vivez par exemple à Panama ou en Australie, eh bien, vous n'avez aucune contrainte, c'est les services liés à l'IA. Faites ça, franchement, allez-y. Dès ce soir, formez-vous. Alors, l'inconvénient, c'est comme dans tout, il faut se former. Voilà, c'est ce que les choses vont vite, il faut apprendre sans cesse, il faut lire et tout. Mais par contre, si vous savez, alors là, vous serez les boss. Vous serez les boss. Créez un business de service IA. Essayez de cibler des petites entreprises, des auto-entrepreneurs, vendez des services, vendez des prestations, vendez des automatisations d'IA aussi. Ça, c'est quelque chose vraiment. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous voyez que je parle de plus en plus d'IA. Donc, si vous voulez vous expatrier, vraiment, c'est le top. Et pourquoi j'ai quitté Paris? Oui, voilà, j'en viens à la question qu'on s'est posée au début, mais c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Pourquoi j'ai quitté Paris? Donc, parce que pour plusieurs raisons. Pour découvrir le monde, pour pas être bloqué dans un 9h, 5h, parce que la vie est très chère à Paris par rapport au salaire et que c'est plus sympa quand même si on gagne 3000 € par mois, par exemple, de vivre tranquillement sur une plage en Thaïlande ou de vivre même en Europe de l'Est par rapport à Paris. Et c'était vraiment les raisons, voilà, parce que c'est un peu le parcours de héros, vous savez, c'est quand on est jeune, on a envie parfois d'envoyer tout en l'air, de partir, et puis plus tard on revient avec plus de sagesse, et c'est un peu ça que je suis en train de vivre. Et je voulais pas gâcher ma jeunesse, voilà, parce qu'il y a tellement de personnes qui s'enferment dans une carrière à 22, 23, 25, et un jour ils se réveillent à 40 ans, il y a la crise de la quarantaine, et ils se disent merde, j'ai loupé toute ma jeunesse, tout ça, j'ai bossé comme un fou, tout ça pour gagner 4000 € par exemple, au lieu de gagner 2500 €. D'accord, j'ai gagné 4000 € dans cette entreprise, c'était prestigieux, mais quoi, voilà, j'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 15 ans, la jeunesse est passée et c'est pas ce que je voulais. Voilà, j'ai vu des exemples autour de moi, j'ai vu des exemples dans la famille, ailleurs, et franchement, sacrifier toute sa jeunesse, tout ça pour gagner 1000 € de plus par mois, non merci, non merci. L'argent, on peut toujours en avoir, même à 40 ans, même à 50 ans, même à 70 ans, même si vous êtes à la retraite, vous pouvez créer un business maintenant et avoir beaucoup de succès. L'argent, ça peut toujours venir. Par contre, le temps ne revient pas. Le temps, c'est quelque chose de limité. Si par exemple, imaginez, prenez quelqu'un qui a 40 ans, voilà. Quelqu'un qui a 40 ans, il lui reste peut-être, si je lui souhaite de vivre jusqu'à 100 ans, il lui reste 60 ans de vie, voilà. Enfin, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, vous voyez. C'est pour ça que la jeunesse, elle ne revient pas, et je sais qu'il fallait vivre, et c'est valable à tous les âges, qu'on ait 40, 50, 70, 80, il n'y a pas de temps à perdre. Si vous voulez accomplir quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Et franchement, m'enfermer dans une carrière pour gagner 500 € de plus par mois ou 1000 € de plus par mois par rapport à la moyenne nationale, non, merci. Il y aura l'occasion de le faire. Et d'ailleurs, attention, hein, il y en a qui quittent Paris parce qu'ils disent voilà, Paris, c'est ci, c'est ça, c'est une belle ville. Paris, ça reste une ville vraiment formidable. Et d'ailleurs, je compte un jour revenir en France, c'est dans mes projets là, pour la suite. C'est-à-dire que l'expatriation, c'est une étape. Parce que là, je sens le besoin, là, je travaille en ligne, mais pour cibler des entreprises, travailler avec des entreprises, c'est peut-être mieux à certains égards d'être présent physiquement, parce que si vous voulez signer des contrats à des tarifs plus élevés, on peut le faire à distance, mais parfois c'est quand même plus sympa d'accompagner les entreprises en présentiel, de venir. Ça, c'est aussi mon objectif. Je vous avoue que j'ai envie de faire ça, parce que ça, c'est aussi un autre point à considérer quand on s'expatrie avec un business en ligne, c'est qu'on est parfois un peu isolé, voilà. On se sent un peu isolé quand on est en Estonie, en Asie ou ailleurs. Parfois, on peut se sentir loin de sa base de clients, loin des gens qui parlent notre langue. Et un jour, j'ai le projet de revenir en France à pratiquer dans les Alpes. Les Alpes, parce qu'on a toujours aimé les Alpes, la Savoie, la Haute-Savoie. Vivre là-bas et puis rencontrer, travailler avec des clients dans la région de Savoie, de Lyon, de Genève, Paris, tout ça. Car en France, c'est quand même facile de se déplacer avec le TGV, avec EasyJet, avec Ryanair, avec Air France aussi. Donc voilà, j'espère que ce parcours vous a un peu inspiré. Prenez des notes. Si vous avez des questions sur l'expatriation, vous pouvez me contacter. On peut même faire un appel de consulting si ça vous dit. Je propose quelques appels de temps en temps. J'ai pas beaucoup de temps pour faire du coaching ou du consulting, mais je peux proposer des appels de 45 minutes. On peut
On peut bien parler de vos besoins. Je pense que c'est un investissement, c'est un petit investissement, mais qui pourrait avoir un énorme retour sur investissement pour vous, parce que j'ai quand même pas mal voyagé. Je connais quand même pas mal l'Europe, la Russie, l'Asie. Donc si vous avez besoin de questions sur cette destination, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Si vous pouvez savoir comment lancer un business à succès pour subvenir à vos besoins, par exemple, vous voulez vivre en Thaïlande, vous voulez vivre n'importe où en Europe, vous voulez vivre en Russie, au Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est un pays sympa aussi. Ou ailleurs, enfin, je dis ça au hasard, mais j'étais au Kazakhstan 3 fois, mais en tout cas, c'est une des perles qu'on connaît pas trop, mais c'est un pays absolument splendide. Mais si vous voulez vivre voilà, dans un pays qui vous tente, vous avez une femme qui vient, ou un mari qui vient d'un pays et vous voulez vous installer là-bas, par exemple, votre femme est bolivienne et vous voulez vous installer en Bolivie. J'ai un client comme ça une fois qui m'a contacté, il voulait vendre sur eBay avec succès parce que sa femme était bolivienne et il voulait s'installer en Bolivie. Donc peut-être que vous me regardez. Donc voilà, je pense que le business en ligne est une excellente méthode. Peut-être que mon parcours vous a inspiré. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des questions à la fois techniques, marketing et aussi administratives et aussi sur le mindset pour s'expatrier, eh bien contactez-moi. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.